Bon, d'abord, je reconnais un certain nombre de visages dans le public, puis il y en a beaucoup d'autres que je ne reconnais pas. Je sais que parmi ceux que je vois, et probablement parmi d'autres, il y en a qui sont disons, intéressés et au courant des évolutions et des tragédies qu'il y a au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. C'est de ça dont je vais parler ce soir. Mais ce qui probablement les a frappés comme moi, comme tous ceux qui sont inquiets de la situation qui résulte de la négation des droits du peuple palestinien à avoir leur État, à avoir leurs droits nationaux. Il régnait jusqu'à maintenant, je dirais, un grand sentiment d'impuissance et de colère et d'impuissance. Et je vais commencer quand même par ce qui est nouveau par rapport à ça, qui nous permet peut-être d'envisager les choses de façon différente grâce aux résultats des élections israéliennes du 17 septembre. Ces élections sont très importantes. Elles sont très importantes pour les Israéliens, elles sont très importantes pour les Palestiniens, elles sont très importantes pour tous ceux qui, en France et ailleurs dans le monde, souhaitent, pour des tas de raisons, contribuer à une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Ce résultat, c'est le résultat des élections où une liste judéo-arabe a eu un excellent résultat. C'est une liste que les médias et même l'humanité appellent liste arabe, mais en réalité c'est une liste judéo-arabe, c'est-à-dire qu'elle joint des listes proprement arabes à la liste du Parti communiste israélien qui réunit des Arabes et des Juifs. Donc c'est bien une liste judéo-arabe. Cette liste judéo-arabe a eu un très bon succès aux élections à la Knesset, à l'Assemblée nationale israélienne, puisqu'elle a eu 13 sièges. Alors 13 sièges, ça peut vous paraître peu, mais c'est 13 sièges sur 120, qui équivaut à 65 sièges sur un parlement comme le nôtre où il y a 600 députés. Donc c'est un succès qui aura des conséquences sur la vie politique israélienne importante avec ce groupe qui s'est battu sur un mot d'ordre qui est un mot d'ordre important pour nous. Pourquoi? Il s'est battu sur le mot d'ordre un combat commun, un avenir commun. Et ils se sont adressés, la liste s'est adressée, ses dirigeants, à Ayman Odeh, apprenez ce nom-là parce qu'on en entendra parler, qui est le dirigeant de cette liste unie. Il s'est adressé aux citoyens arabes et aux citoyens juifs d'Israël en disant « Unissons-nous contre le danger fasciste qui menace Israël avec la politique de Netanyahou et unissons-nous pour abroger une loi qui a été votée il y a, je ne sais plus, un an, qui s'appelle la loi de l'État-nation du peuple juif. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est cette loi, mais cette loi établit une discrimination institutionnelle entre citoyens juifs et citoyens non juifs. Pas seulement des citoyens arabes, mais aussi des citoyens druzes, etc. Et elle a suscité beaucoup de colère et beaucoup d'opposition en Israël même, avec des grandes manifestations, mais cette loi est toujours en vigueur. La liste unie s'est battue dans des conditions extrêmement difficiles de déferlement de haine raciste anti-arabe de la part de Netanyahou, une campagne où il a déclenché des opérations armées au Liban pour mobiliser l'opinion publique, et où il a promis d'annexer la Cisjordanie pour plaire aux éléments les plus excessifs et radicaux de la droite israélienne. Et ça, c'est le deuxième aspect, c'est donc qu'avec le succès de la liste unie, la politique de Netanyahou a été battue. Netanyahou a été battu. On peut voir les choses, on peut discuter sur la mesure dans laquelle il a été battu, mais il a été battu. Sa liste a obtenu 30 voix, la liste opposante d'un Mémégant qui s'appelle la liste blanc-bleu, a obtenu une voix de plus, c'est pas beaucoup, mais encore une fois multiplié par 5 pour avoir l'équivalent dans un parlement comme le nôtre.
et surtout, l'ensemble des voix qui se sont portées en opposition à la politique de Netanyahou, d'une manière plus ou moins claire, d'une manière plus ou moins consciente, d'une manière plus ou moins affirmée, s'est opposé à la politique de dérive fasciste et de dérive colonialiste de Netanyahou. Donc ça, c'est un deuxième aspect très important qui va avoir des répercussions importantes dans l'avenir, dans la vie politique israélienne. Et pour nous, pour le mouvement progressiste en France, qui tente de réunir des forces importantes pour soutenir des positions ces positions-là, ces positions qui ne sont pas des positions ethniques et pas des positions qui sont des positions de fraternité et de collaboration, de combat commun entre juifs et arabes en Israël, mais aussi bien en Israël et Palestine, au lieu des positions racistes et diviseuses de Netanyahou. Donc le deuxième fait marquant, à part le succès de la liste unique, c'est la défaite de Netanyahou. Et cette défaite, évidemment, elle n'ouvre pas tout de suite un chemin royal pour la paix. La colonisation va sans doute continuer. La situation terrible de Gaza, vous savez que l'ONU a qualifié la situation de Gaza comme invivable. Les violences israéliennes vont sans doute continuer, au moins pendant un temps. On ne peut rien dire évidemment sur l'avenir, mais même si les forces de la droite israélienne continuent à s'accrocher au pouvoir, et elles s'accrochent, même si elles arrivent temporairement à garder une partie du pouvoir, il se peut même que Netanyahou soit encore Premier ministre, ou en tout cas ait une position importante dans le prochain gouvernement. Les tractations continuent, et la vie politique israélienne est compliquée. Moi, j'y comprends rien, mais on peut leur faire confiance pour monter toutes sortes de combines. Il n'empêche que, de toute façon, il y aura une crise profonde si les forces qui soutenaient la politique de Netanyahou et celles qui soutenaient une politique hostile à la fascisation et à la dérive vers l'apartheid que constituait la position de Netanyahou, si ces forces-là s'unissent, il y aura fatalement une crise grave en Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a pour nous maintenant, au lieu de l'impuissance et du sentiment voilà, que tout est joué, Trump, Israël, Netanyahou, ils s'entendent, ils ont la force, ils ont les armées, Jérusalem-Est est annexée, il n'y a rien à faire, quoi qu'on fasse, il ne se passe rien, etc. L'autorité palestinienne et le Hamas se disputent et il n'y a pas d'unité palestinienne contre cette politique. Tout ça, tous ces sentiments continueront à être, mais en même temps, il y a, à travers le succès de la liste unique, une piste pour les forces progressistes en Israël, pour les forces. Il y a des tas de gens qui en Israël n'ont pas voté, de juifs israéliens qui n'ont pas voté pour la liste unique, mais qui l'ont entendu, qui ont vu, qui ont été sensibles à ce ton nouveau qu'il y avait là, qui était un ton unificateur contre la fascisation du régime. Et en France, ça change aussi, à mon avis, le contenu du combat progressiste pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, et notamment sur un point essentiel, c'est qu'on doit développer la solidarité envers les forces de gauche israéliennes. Personne à l'heure actuelle ne peut dire les forces de gauche en Israël, il n'y en a pas. Alors, je n'ai pas parlé des forces de gauche traditionnelles, le Meretz, le Parti travailliste, qui ont été très affaiblis par leur compromission avec la politique de colonisation, etc. Elles ont été éliminées, mais il y a cette force nouvelle qui a émergé et qui nous impose, à nous, qui voulons en finir avec les souffrances du peuple palestinien et d'ailleurs les souffrances aussi du peuple israélien, parce qu'après tout,
le Hamas envoie des requêtes sur les villes israéliennes, c'est pas non plus très agréable. Donc nous voulons la paix pour tous les peuples du Proche-Orient. Eh bien, ça passe par une solidarité bien plus affirmée qu'avant avec les forces progressistes israéliennes. En tout cas, c'est une position que je défends en tant que co-animateur d'une autre voix juive. Et je voudrais vous dire 2 mots au sujet de ce groupe qui s'appelle Une autre voix juive. Ça marche le truc là, parce qu'il s'appelle. Ça fait rien, tant pis, je le mets là. Hein. Qui s'appelle Tout le monde m'entend là-bas? Oui, d'accord. Alors une autre voix juive, en fait, ne croyez pas que je vais me mettre à faire de la publicité pour un petit groupe comme ci, comme ça, un petit groupe juif de plus, non. Une autre voix juive est profondément liée, l'existence même d'une autre voix juive qui a été créée en 2003, est profondément liée au conflit entre Israël et Palestine. En fait, entre 2000 et 2006, il y a eu la deuxième intifada. Je ne remonte pas à toute l'histoire d'Israël, etc. Et pendant cette deuxième intifada, la répression de la jeunesse palestinienne qui lançait des pierres sur les tanks était très violente. Et les accords d'Oslo, qui avaient suscité un très grand espoir, étaient sabotés par Sharon, par la direction israélienne. Et en France, il était impossible de critiquer la politique israélienne parce que le CRIF, qui s'appelle Conseil représentatif des institutions juives de France, détenait une sorte de monopole, en tout cas un monopole, disons, accepté par l'opinion publique, de l'expression juive. Il se présentait comme représentatif des Juifs, des Français juifs, et il était tombé sous le contrôle de ce que j'appelle une dissidence du Likoud, c'est-à-dire une dissidence, pas une dissidence, une fraction, une émanation du Likoud, une émanation de la droite israélienne. Et son expression en France aboutissait à dire que toute critique de l'État, de la politique israélienne, était une critique antisémite. Et en France, l'antisémitisme, pour des tas de raisons historiques, qui sont d'ailleurs fort justes et très malvenues. Et donc, la position du CRIF verrouillait, d'une certaine façon, l'expression de la critique à la politique israélienne, qui était une critique de violation, de sabotage des accords d'Oslo et de répression violente du mouvement palestinien pour ses droits nationaux. Et à cette époque, eh bien, on a été un certain nombre à se dire, un certain nombre de citoyens, à constater que quelque chose bloquait la critique de la politique israélienne et qu'il existait parmi nous un certain nombre de citoyens qui avaient une arme particulière à leur disposition pour contrer cette expression du CRIF de soutien inconditionnel à la politique israélienne de colonisation et de violence. Et ces citoyens-là, c'était les citoyens qui ne se reconnaissaient pas des citoyens juifs, des citoyens qui se reconnaissaient une identité juive, mais qui ne se reconnaissaient absolument pas ni dans la politique d'Israël, ni dans la politique du CRIF. Le CRIF tentait de prétendre que tous les Français juifs étaient derrière lui. Eh bien, il fallait faire la démonstration que ce n'était pas le cas. Et donc, on a été un certain nombre de militants et de progressistes, de différents courants politiques d'ailleurs, à se réunir derrière un manifeste qui s'appelle Une autre voix juive, que vous pouvez lire les termes en détail sur le web en regardant http //UAVJ, une autre voix juive.free.fr. Ce manifeste, signé par plus de 1000 citoyens français juifs en 2003, disait qu'il ne permettait pas au CRIF et à Israël de parler en leur nom. Il affirmait la totale légitimité du combat du peuple palestinien pour la réalisation de ses droits nationaux, et il affirmait le soutien durable
à l'universalité des droits des peuples et des droits de l'homme. Eh bien, lorsque Le Monde, qui à cette époque était dirigé par Edwy Plenel, nous a permis de publier une pleine page du Monde avec le texte de manifeste, et à l'époque, ce jour-là, on a publié 600 signatures avec le texte. Il faut savoir qu'Edwy Plenel nous a fait une réduction de 97% sur le prix d'une page. On l'a payé cette page. C'était les signataires qui avaient payé eux-mêmes la publication de leur page. Mais une page du Monde, ça coûte 100 000 euros. Nous, on l'a payé 3 000. Et grâce à cette je dirais, licence que Edwy Plenel nous a donnée, l'opinion française, et puis il n'y a pas eu Le Monde, il y a eu Libération et il y a eu l'Humanité. L'Humanité a publié le manifeste, Libération a publié le manifeste, mais la pleine page du Monde avec des centaines de signatures et le texte du manifeste a débloqué les choses. C'est-à-dire qu'à partir de là, quelqu'un comme Pascal Boniface, qui avait été exclu du Parti socialiste pour avoir écrit un livre, peut-on critiquer Israël? Eh bien, il a pu s'exprimer. Je ne sais pas que je partage tout ce que dit Pascal Boniface, mais il a pu s'exprimer. Et la critique de la politique israélienne a pu s'exprimer sans être immédiatement assimilée à de l'antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe de citoyens juifs, un groupe nombreux. On peut dire 1000 citoyens, pas beaucoup, 1000 citoyens. Mais enfin, le bassin d'alimentation, si je puis dire, de ces signataires, c'est 1% de la population française. Il y a en France 1% de gens qui peuvent dire, revendiquer se reconnaître une identité juive. Donc 1000 citoyens sur 1% de la population française, c'est un peu l'équivalent, si on veut, en influence politique, d'un texte politique de haute tenue signé par 100 000 citoyens au niveau français. Est-ce que vous comprenez un peu la proportion que je fais? Et donc, ce texte, Une autre voie juive, a fait la preuve de l'existence d'un courant d'opinion qui n'était pas celui du CRIF. Et il a instauré l'idée qu'il y a une diversité politique parmi les citoyens français juifs et que tous sont loin d'approuver la politique et le fait que le CRIF appuie la politique israélienne quoi qu'il arrive. Alors, quelle est la part de l'opinion que le CRIF influence parmi la population juive? C'est difficile à dire. Moi, je lis parfois que ce n'est pas plus de 5%. Enfin, les gens qui disent ça sont en général ceux qui veulent minimiser son influence. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Mais quoi qu'il arrive, le manifeste Une autre voie juive a installé cette idée qu'il y avait un courant progressiste français qui, lui, affirmait son plein soutien à la réalisation des droits nationaux palestiniens avec la mise en œuvre de toutes les résolutions des Nations Unies, y compris, je vais en dire un petit mot de plus là-dessus, y compris sur le droit au retour. Parce qu'il y a des organisations juives dites progressistes, qui sont progressistes effectivement, qui font un très bon boulot en Israël pour dénoncer les colonisations, les nouvelles créations de trucs. Ça s'appelle La Paix Maintenant. Et en Europe, c'est JCOL. Le président de JCOL, c'était le président de La Paix Maintenant, s'appelait David Chemla. Ils font du très bon boulot. Ils dénoncent la colonisation. Mais quand on leur dit le droit au retour, ils disent « Ah non, vous voulez la destruction d'Israël. Vous voulez que 6 millions de Palestiniens retournent en Israël. Non, non, c'est ce que vous dites que vous êtes pour les droits nationaux de tout le monde et que vous n'êtes pas contre l'existence d'Israël, mais en reconnaissant la résolution 198 qui édicte les conditions du droit au retour, en fait, vous manifestez que vous voulez la destruction d'Israël, parce qu'il va y avoir un déferlement de 6 millions de Palestiniens en Israël, c'est pas possible. Alors, je dis ça parce que cette chose peut venir dans la discussion et ça vaut le coup d'en dire deux mots. Cette idée que le droit au retour, la notion du droit au retour est utilisée d'un côté comme de l'autre pour donner l'impression que le conflit israélo-palestinien est insoluble. Parce que d'un côté, on nous dit
l'admission de 6 millions de Palestiniens en Israël, ce serait la fin d'Israël, etc. Ça, c'est ceux qui sont les plus proches, je dirais, d'une position démocratique, mais là-dessus, à mon avis, ils n'ont pas. Et puis de l'autre côté, et il y a en France des organisations qui font ça, ils encouragent les victimes de la Nakba, de l'expulsion des Palestiniens en 1948, dans l'idée que le droit au retour, c'est le droit à retourner en Israël. Et moi, je voudrais simplement vous dire, on peut discuter, que le droit au retour, il faut le lire en entier. J'ai là le texte en entier de la résolution de l'ONU qui parle du droit au retour et à compensation pour ceux qui ne voudraient pas revenir. Et il faut savoir que le droit au retour, ça ne concerne pas prioritairement les Palestiniens qui veulent retourner en Israël. Ça concerne prioritairement ceux qui voudraient retourner en Cisjordanie. Et ça leur est interdit. Il y a des réfugiés au Liban, il y a des réfugiés en Jordanie qui ont été expulsés de Cisjordanie en 1967. Eh bien, le droit au retour imposait la réalisation, comme la résolution 198 comme base de solution du droit au retour, une base négociée, elle est parfaitement réalisable. Il y a eu des négociations entre Israéliens et Palestiniens en 2001, ça s'appelait les négociations de Tabar, qui avaient pratiquement résolu le problème. Les difficultés à Tabar, c'était sur les limitations, les limites à l'intérieur de Jérusalem, entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. C'était ça le vrai problème. La question des réfugiés dans les négociations de Tabar, elle a été réglée. Il était admis qu'il y aurait entre 50 000 et 100 000 Palestiniens qui seraient admis à retourner en Israël, et le reste, ce serait en Cisjordanie, et ce n'était pas le problème. Donc méfiez-vous de ces gens qui utilisent la résolution 198 pour dire qu'elle vise à la destruction d'Israël. C'est pas vrai. Et méfiez-vous de ceux qui disent qu'elle implique le retour de tous les Palestiniens en Israël. Les deux positions sont des positions dangereuses et qu'il faut, à mon avis, combattre. Tout ce que je dis, on pourrait en débattre et vous pourrez contester ce que je dis, évidemment, et on pourra en discuter. Alors, maintenant, je voudrais passer à une petite anecdote avant de passer à quelques autres questions. Je crois que j'ai dit à peu près... Oui, quand même, sur une autre voie juive, pour revenir à la question de la victoire de la liste unie le 17 septembre, une autre voie juive a été la seule organisation juive, à ma connaissance en France, à dire, avant les élections, qu'il y avait quelque chose de nouveau en Israël et qu'il fallait soutenir cette liste, qu'il fallait dès maintenant, avant les élections, d'une manière ou d'une autre, exprimer un soutien à ces positions. Et je crois que c'est quelque chose qui est apporté à l'actif d'une autre voie juive, parce qu'on va continuer dans cette direction pour essayer d'en finir avec certains mouvements qui bloquent le mouvement de solidarité en France en disant qu'il n'y a pas de gauche en Israël. L'autre jour, le 2 septembre, il y avait une réunion du collectif national pour une paix juste et durable. Ça groupe 50 organisations qui se préoccupent de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et quand j'ai proposé que le collectif fasse un communiqué pour se féliciter de la position de la liste unique et qu'il fallait soutenir la gauche progressiste palestinienne, mais aussi la gauche progressiste israélienne, il y a eu deux groupes qui m'ont dit « Mais non, mais il n'y a pas de gauche en Israël. On n'a personne à soutenir en Israël. En Israël, il faut faire le boycott, il faut boycotter Israël. » Eh bien, non, on a maintenant la preuve, indiscutable. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui veulent discuter, mais le résultat de la liste unique montre qu'il y a une gauche, qu'elle n'est pas aussi faible qu'on l'imaginait. Il est vrai qu'auparavant, il y avait des individus isolés qui prenaient des bonnes positions, mais il n'y avait pas un mouvement politique comme celui qui a obtenu 13 sièges sur 120 aux élections. Et donc, c'est quelque chose qui doit réorienter de manière beaucoup plus nette la lutte pour les droits nationaux palestiniens
dans le sens d'un soutien à toutes les forces progressistes en Palestine et en Israël, et elles existent des deux côtés. Avant de passer à des questions que je vais à une liste de questions que j'ai préparées, sur lesquelles je voudrais qu'on discute. Moi, je vous dirai mon avis, mais je voudrais quand même vous faire un petit retour sur mon passé sur le campus d'Orsay. Parce qu'avant qu'une autre voix juive paraisse, pendant cette période très angoissante de l'intifada, de la répression de l'intifada, il était apparu un mouvement qui s'appelait Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient. Oui. Autrement dit, en résumé, la CAP-JIPO. Et avec quelques-uns, je ne sais pas si j'étais l'initiateur ou si on l'a fait à plusieurs, mais je pense qu'il y avait Laurence Manéga, mais peut-être Patrick Clapier, j'en sais rien. Mais on avait fondé, une émanation de cette chose-là. On avait fondé un collectif pour une paix juste au Proche-Orient. Et on avait invité Olivia Zemmour. Olivia Zemmour, c'est l'animatrice de la CAP-JIPO. Et à ma grande stupéfaction, lors de cette réunion publique, c'était dans le bâtiment des colloques, j'entends Olivia Zemmour déclarer que les attentats suicides que le Hamas organisait à l'époque étaient une forme de lutte utile, efficace et recommandée. Ouais. Et ça m'a sidéré, ça m'a effaré, parce que j'étais convaincu de deux choses, que d'abord les attentats suicides étaient éthiquement indéfendables, et politiquement catastrophique, parce que les attentats suicides, c'est reconnu maintenant par tout le monde, ont été un outil tout à fait efficace pour pulvériser, pour abîmer, pour détruire la gauche israélienne. Ils s'attaquaient à des jeunes dans les cinémas et des choses comme ça, et c'était la base sociologique du mouvement de la paix en Israël qui était fort. C'est le mouvement qui avait soutenu Rabin, qui voulait l'application des accords d'Oslo. Eh bien, les attentats suicides du Hamas étaient recommandés par Olivia Zemmour comme une forme de lutte tout à fait... c'était une bonne forme de lutte utile, c'était la seule dont les Palestiniens disposaient. Elle niait toute utilité d'une bataille politique pour les droits nationaux palestiniens. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans ce problème palestinien qui réunit beaucoup de souffrance, beaucoup de haine, beaucoup d'émotions, eh bien, il ne faut pas se fier à ceux qui font de la surenchère dans leur soutien aux Palestiniens. Ils peuvent être tout à fait honnêtes, mais sous prétexte de démontrer qu'on n'est plus palestinien que les Palestiniens, on fait un tort énorme au mouvement qui doit se placer en France pour le rassemblement. Et je dois vous dire, c'est pas une question, c'est pas un vœu pieux. Le mouvement pour la lutte pour les droits nationaux palestiniens, la réalisation des droits nationaux palestiniens en ce moment au Proche-Orient, elle est très faible, elle est très isolée. Le collectif national a récemment lancé une initiative d'une manifestation nationale pour protester contre les conditions dans lesquelles la mairie de Paris avait baptisé une place de Jérusalem. Eh bien, il y a eu des gens dans le collectif national qui ont dit, alors je passe sur les détails, mais qui ont dit il faut faire cette manifestation avec la CAP-JIPO. Et il faut savoir que la CAP-JIPO est tenue en lisière par toutes les organisations démocratiques, parce qu'elle est, en plus de ce que j'ai raconté sur le soutien aux attentats suicides, c'est une organisation très douteuse, avec des fonds inépuisables apparemment, et qui se livre constamment à de la provocation. Ça, c'est mon opinion. Et ce n'est pas seulement la mienne, c'est l'opinion de toutes les organisations progressistes. Eh bien, il s'est trouvé donc dans le collectif national, parmi les 50 organisations, des organisations qui ont dit qu'il faut faire ça avec la CAP-JIPO parce qu'il faut faire l'unité, tous ceux qui veulent soutenir les Palestiniens, il faut qu'ils se réunissent. Et on s'est retrouvé à 100 sur une manifestation nationale appelée à Paris. 50 d'un côté qui étaient sur les positions du collectif national et 50 qui étaient sur les positions de la CAP-JIPO.
Et ça montre à quel point les surenchères et les slogans, les mots d'ordre inconsidérés peuvent diviser le mouvement. Moi, je dis qu'en France, on peut arriver à des manifestations pour une paix juste au Proche-Orient qui réunissent autant de monde que ce qu'on a réuni contre la guerre d'Irak, pour la paix en Algérie, contre la guerre du Vietnam, etc. Mais à l'heure actuelle, quand on fait une manifestation nationale, on se retrouve à 5 ans. Donc il y a une réorganisation, une réorientation importante à faire du mouvement progressiste pour la réalisation des droits nationaux palestiniens, sur la base notamment de ces événements nouveaux dont j'ai parlé pour les élections du 17 septembre. Alors maintenant, je ne sais pas combien de temps j'ai passé, mais ça fait plus de 40 minutes. Ça a commencé à 20. 40. Hein, 40 minutes déjà. Donc, 35. Donc je pourrais. Alors j'ai fait une liste de toutes sortes de sujets intéressants à débattre, parce que c'est des sujets sur lesquels il y a des opinions diverses et que ça vaut le coup de clarifier. Mais je voudrais vous proposer, pour commencer, d'entamer le débat sur 3 d'entre eux. Mais après ça, il y en aura d'autres, si François nous laisse le temps. Alors, j'ai pensé que c'était bien de proposer comme sujet de débat des sujets d'action. En tout cas, 2 sur 3 des sujets. Je veux dire quels sont les 3 sujets que je vous propose. Naturellement, vous êtes libre de proposer n'importe quoi d'autre et de me démolir en flammes si vous voulez. Mais moi, j'ai proposé la question de la reconnaissance de l'État de Palestine. La question, il faut savoir que l'Assemblée nationale, peut-être que vous vous en souvenez, elle a voté la reconnaissance de l'État de Palestine. Ce qui bloque la reconnaissance par la France, c'est le gouvernement actuel, c'est Macron. Et la reconnaissance de l'État de Palestine aurait un effet considérable dans l'opinion publique mondiale pour le soutien aux revendications nationales palestiniennes. Ça montrerait que la voie politique que l'OLP a suivie de s'appuyer sur l'opinion publique mondiale pour la réalisation de ces droits nationaux, plutôt que sur des actions armées qui n'ont aucun effet concret, qui n'ont eu aucun effet concret. Que cette voie qui a permis à la Palestine d'être admise à l'ONU, ou en tout cas associée, d'être admise à l'UNESCO, d'avoir la possibilité d'aller à la Cour pénale internationale, pour éventuellement mettre les crimes de guerre israéliens en accusation, bien que cette voie, si la France reconnaissait l'État de Palestine, ce serait un immense encouragement pour le mouvement pour la paix, sans être en aucune manière une menace à la pérennité d'Israël. Je crois que toute expression de soutien aux droits nationaux palestiniens qui est ambiguë sur la pérennité de l'État d'Israël, même si l'État d'Israël lui-même sape sa propre légitimité, et l'État d'Israël sape sa propre légitimité. Le gouvernement israélien, en passant cette loi sur l'État-nation du peuple juif, qui établit une discrimination institutionnelle entre citoyens du même pays, les juifs et les non-juifs, il viole sa déclaration d'indépendance de 1948 qui disait que tous ces citoyens auraient les mêmes droits. Oui. Donc lui-même, l'État d'Israël viole sa légitimité. Mais nous, dans la lutte pour rassembler le maximum de gens pour une solution pacifique juste, eh bien, on ne peut pas laisser croire que nous collaborons avec des gens soit qui s'expriment contre Israël parce que tout simplement ils sont antisémites, ça existe, Dieudonné, Soral, ils sont antisionistes, ils ne sont pas antisémites, c'est puni par la loi française d'être antisémite. Mais eux, ils utilisent le langage de l'antisionisme. D'autres disent l'État d'Israël était légitime. Le sionisme voulait construire Israël, prétendait que c'était la solution au problème de l'antisémitisme, des pogroms, du génocide. Eh bien, ça ne marche pas. Israël doit être fondu dans un État qui sera nécessairement laïque, démocratique, etc. Mais ça veut dire que se montrer la volonté d'auteur.
هنا رجال للشهادة يعشقون، هنا أناس في القطاع صامدون. هنا رجال للشهادة يعشقون، هنا رجال في القطاع صامدون. تقدم تحرقك النار، تقدم يلحقك العار، تقدم تحرقك النار، تقدم يلحقك العار. سترى للرعب ظلالا، سترى في الحق